Eh bien, très chers téléspectateurs de TV Vendée, me voici devant vous pour vous raconter une nouvelle histoire. J'ai choisi cette fois-ci une histoire de braquage. Vous avez vu, il y a des histoires cocasses, il y a des histoires tristes. Et là, c'est une affaire de vol à main armée. Le braquage, vous savez, ça consiste à aller attaquer une banque à l'époque où, dans les agences bancaires, il y avait de l'argent. Je dis tout de suite qu'aujourd'hui, ce n'est plus la peine, il n'y a plus d'argent, c'est fini. Le braquage, sauf quelques exceptions dans le sud de la France, dans les grandes agglomérations en région parisienne, où les voyous attaquent des camions de transport de fonds, voire des sociétés de transport de fonds au siège. En fait, le braquage est tombé totalement en désuétude, encore que depuis quelque temps, des minables, il faut bien le dire, se livrent à des attaques de supérettes, de pharmacies de plus en plus nombreuses. Il y a une augmentation considérable cette année de ce type d'agression, la crise, la recherche d'argent, la drogue et le manque d'objectifs. Il y a quelques années, vous pouviez faire une carrière dans le banditisme ou la délinquance en pratiquant des cambriolages. Il y avait un marché pour les meubles anciens, pour les œuvres d'art. Ce marché s'est réduit, Ikea a tout envahi et aujourd'hui, les jeunes couples qui s'installent ne se coulent pas dans le moule de leurs parents et vont trouver leur bonheur dans ces grandes surfaces style Ikea. Donc, il y a une évolution considérable de la délinquance que nous connaissons et il est évident que ces braqueurs d'hier n'ont rien à voir avec les braqueurs d'aujourd'hui, encore que ceux dont je vais vous raconter l'histoire auraient très bien pu se livrer à de tels agissements de nos jours, comme vous allez le vérifier vous-même. Alors l'affaire se joue à trois personnes. Trois personnes que j'appellerai par des prénoms, Gérard, René, Thierry. Alors ce sont des garçons qui ont une trentaine d'années, facilement, qui sont ancrés dans une certaine délinquance. Alors l'un d'entre eux, Gérard, au cours d'une partie de chasse particulièrement arrosée, à l'issue d'une partie de chasse particulièrement arrosée, voulant régler un contentieux dont personne n'a jamais su l'origine, a un petit peu tenté d'assassiner deux de ses camarades. Par bonheur, il avait utilisé un trop petit calibre, ce qui fait qu'ils survécurent. Mais il fut quand même condamné par une cour d'assises à quelques années de réclusion criminelle, verdict très indulgent dont, hélas, je ne pourrais pas vous raconter les coulisses parce que c'est très cocasse et très drôle, mais je ne pourrais pas le faire, bien que j'ai eu les confidences de ce garçon qui m'avait expliqué comment ça s'était passé. Donc il s'en tire très bien, quelques années de prison d'ailleurs, même pas de réclusion criminelle, puis il recommet des bêtises, il retombe, bref, à un moment, il paye une addition un peu longue, et comme c'est un gaillard qui a du tempérament, l'administration pénitentiaire l'envoie purger le reste de sa peine à Poissy. Poissy, maison centrale légendaire de la région parisienne, là où tous les grands voyous sont passés. Poissy, une réputation épouvantable de dureté, de fauve. Le voilà qui se retrouve là-bas. René, lui, a écopé de 7 ans de réclusion criminelle. Il est normand d'origine. Gérard, lui, évolue en Vendée, la côte vendéenne. C'est un frère de la côte, dirons-nous. René, lui, il est d'origine normande. Et là-bas, il commet divers larcins. Toujours les mêmes. En effet, il adore les bonbons. Il adore les bonbons, il adore les pâtisseries, il adore les confiseries. Alors il commet des vols dans les confiseries. À la fin, ça finit par agacer. Au début,
Condamnation habituelle, du sursis avec mise à l'épreuve, un petit zeste de travail d'intérêt général. Et puis, au bout de 7-8 condamnations, les enquêteurs de la gendarmerie, le procureur de la République locale, tout le monde en a ras-le-bol. Or, comme ces confiseries et ces pâtisseries, ils les cambriolent la nuit, avec effraction, et souvent avec l'aide d'un camarade, eh bien, cela devient juridiquement des vols aggravés. Et des vols aggravés, cela peut être qualifié de crime, donc être jugé par la cour d'assises. Au 20e ou 30e cambriolage, je ne me rappelle plus, le procureur de la République, exaspéré, renvoie mon René devant la cour d'assises locale. Et là, il écope, pour ces cambriolages de confiserie, de 7 ans de réclusion criminelle. Voilà mon deuxième homme. Mon troisième homme, Thierry, un petit peu plus âgé, beau garçon, lui, est un cambrioleur de bonne qualité. Il aime les beaux objets, donc il cambriole les maisons bourgeoises, les petits châteaux et les grands s'il le peut. Et il s'y connaît essentiellement en peinture. Oui, c'est un amateur d'art, je vous dis, un garçon qui s'y connaît, plutôt un esthète de la délinquance. Mais il se fait prendre. Il y a des accidents, des aléas judiciaires. Et le voilà condamné à plusieurs années de prison et envoyé, lui aussi, à Poissy. Car nos trois lascars vont se retrouver à Poissy. Alors Poissy, c'est l'école polytechnique du crime à l'époque. Tous les grands voyous s'y retrouvent. Et nos trois gaillards feraient pas le figure s'ils confessaient la réalité de leurs méfaits. Braqueurs de confiserie, meurtrier fortement alcoolisé ayant raté son coup, et puis cambrioleur. Ah, le cambrioleur, il est d'une autre catégorie. D'ailleurs, lui ne scellera pas, il ne cachera pas ce qu'il a fait. Là, je suis cambrioleur, je reste cambrioleur, je suis un monte en l'air. Oui. Le problème, c'est que pour exister en prison, à l'époque, maintenant, je suis incapable de vous dire quelle est la population carcérale, si ce n'est que je plains sincèrement et du fond du cœur les surveillants des maisons d'arrêt, parce qu'ils ont affaire à une population qui n'a plus rien à voir avec celle que j'ai connue au cours de ma carrière, où vous aviez des gens structurés qui rentraient en délinquance, parfois un peu par hasard, mais qui, lorsqu'ils y restaient, c'était en toute connaissance de cause. Nous, on devait les attraper, c'était le jeu du gendarme et du voleur, on les attrapait, on les condamnait, les autres les gardaient. Eux n'avaient qu'une seule idée pour certains d'entre eux, s'évader. Ma foi, on ne peut pas reprocher à un homme incarcéré de vouloir s'évader, ou alors subir une détention la plus douce possible et ruser avec l'institution judiciaire, avec nos lois, pour sortir le plus vite possible en conditionnel. Ils s'y retrouvaient très bien. Donc une règle du jeu clairement établie, mais pas d'agression de surveillants. Le surveillant, à la limite, ce qu'ils auraient fait, c'était plutôt de tenter de les acheter, ou voire de les acheter, mais pas d'agression gratuite. J'imagine ces tripes nouées que doivent avoir ces garçons lorsqu'ils rentrent en détention, compte tenu des gens qu'ils ont désormais à garder, qui sont des destroïdes. Pas que ce n'est pas le cas, on a des gens structurés. Alors nos trois lascars sont au milieu de grands voyous, puisqu'ils vont connaître Villequet. Alors Villequet, certains d'entre vous se rappelleront ce nom, Villequet, qui s'est échappé du palais de justice de Paris grâce à sa femme, qui s'était déguisée en avocate et qui avait introduit une arme. Ça avait été une évasion retentissante et Villequet avait reçu le titre d'ennemi public numéro 1. Vous savez, régulièrement, il y a les ennemis publics numéro 1. Tout le monde est content, l'ennemi public numéro 1, parce qu'il est ennemi public numéro 1. Et puis pour les journalistes, ça fait du papier facile. Donc Villequet est là, qui règne avec sa cour.
Alors bien évidemment, René ne va pas dire, moi, je volais des bonbons. Non. Je suis un braqueur, moi. Je pratique le vol à main armée. Gérard, lui, va pas dire j'étais complètement bourré. Non. 2 types m'avaient manqué, je les ai séchés sur place. Bon. Et puis Thierry, lui, il écoute ce que disent les autres et il les trouve admirables dans leur rôle. Vous imaginez les repas, les promenades à Poissy. Là, chacun raconte ses exploits. Et il est hors de question de raconter la réalité de ce qu'on a fait lorsqu'on n'a pas fait grand-chose. Là, il faut en rajouter. Et Gérard a une imagination débordante. C'est un garçon qui a une jolie plume. Nous échangeons des correspondances, parce que je l'ai beaucoup traité, entre 1980 et 2000. Je l'ai beaucoup croisé professionnellement. Donc il a beaucoup de talent, c'est un type qui a du charisme, mais alors sur le plan délinquance, il n'est pas très bon. René, n'en parlons pas, c'est un goulu, il pense qu'à manger, et Thierry, plutôt distingué. Et dans la promenade, c'est à qui on aura fait le plus. Si les murs des cours de promenade pouvaient parler, mais ça aurait été le bonheur à l'époque des juges d'instruction, parce qu'on aurait résolu absolument toutes les affaires dont on n'avait pas trouvé la solution. Donc voilà René, promu, braqueur et spécialiste du braquage. Le temps passe, alors vous imaginez tous les exploits qu'ils peuvent raconter. Là, l'imagination est au pouvoir. Le temps passe et Gérard sort de prison. Or, Gérard n'est pas un malheureux. Sa mère lui a laissé une coquette fortune et il a quelques biens immobiliers, dont une maison qu'il occupe, à laquelle c'est la fête permanente. La côte vendéenne attire et quand René sort de prison, il va se retrouver son vieux camarade de promenade. Il le retrouve chez lui et il l'héberge. Et puis Thierry, il retrouve également ses 2 copains en sortant de prison. Bon, au bout d'un moment, nos lascars s'ennuient. Puis il n'y a plus tellement d'argent. Gérard a des biens immobiliers, mais le disponible, le liquide, il n'en a pas trop. Alors, l'idée germe dans leur esprit. Mais pas de problème, on va faire un braquage. Oh! Et les regards se tournent vers René, le spécialiste, l'homme qui est tombé pour ça. Évidemment, notre cambrioleur de confiserie, n'a jamais dit qu'il cherchait le bonbon. Et il faut que tu nous organises ça. Toi, tu sais faire, nous, on ne sait pas faire, mais toi, tu sais faire. Ah, alors là, les ennuis commencent. Et notre malheureux René, le voilà en train de se gratter l'occiput et dire « Mais voyons, comment est-ce que je vais faire ? Ah, je vais utiliser ma voiture, je vais planquer, salir les plaques d'immatriculation, parce que de nos 3 loustiques, il n'y en a pas un qui soit capable de voler une voiture, comme vous verrez. Non, ils ne sont pas capables de faire ça. Donc, ils vont utiliser leur propre voiture. Et puis, on prépare le coup... Alors, le véhicule, on se procure des armes. Bon, les armes, ça se trouve, parce que par un heureux hasard, dans ce petit coin de côte vendéenne, et expliquant probablement d'ailleurs les générations de délinquants que nous avons eus, était venu se poser et avait épousé une fille du pays, un solide gaillard, un vrai délinquant, celui-là, un beau, de la banlieue sud du Paris. Alors la banlieue sud, c'est l'époque de Villequet, c'était des bandes qui étaient extrêmement violentes, qui avaient du savoir-faire sur le plan des braquages, de la criminalité, du racket, c'était du milieu du crime organisé, un peu désorganisé quand même, mais tout de même d'un très bon niveau.
Et du coup, tout le monde admirait ce garçon qui venait localement, mais qui se faisait en vacances, hein, qui se faisait surtout pas remarquer, mais dont tout le monde savait qu'il avait un passé et un présent prestigieux, dirons-nous. Il avait fait beaucoup de mal, parce que son exemple n'était pas bon, il avait beaucoup d'argent, de jolies filles, et évidemment des fonds dont l'origine était délictuelle, et ça donnait des idées aux petits jeunes qui le regardaient avec admiration. Donc, on se procure les armes, et puis René, contraint et forcé, qui n'a jamais commis un braquage, lui il ne sait pas ce que c'est, hein, va sur la région de Nantes et il va repérer, par renseignement probablement, l'itinéraire d'un encaisseur. Alors l'encaisseur, pour vous le situer, voilà un brave type là qui se déplace en 2 chevaux. Alors il déplace des fonds en 2 chevaux pour pas se faire remarquer. Il a une mallette, hein, et un jour J, René, Gérard et Thierry décident de passer à l'action. Alors, on part en voiture, c'est Gérard qui conduit, René qui sait comment on fait à un pistolet. Alors, je n'ai jamais su d'ailleurs si c'était un vrai pistolet, si c'était un jouet, si c'était une imitation, et c'est lui qui doit attaquer l'encaisseur. Thierry est à l'arrière et regarde avec une certaine admiration ces 2 copains qui vont commettre ce qui, à l'époque, constituait l'aristocratie de la délinquance. Alors, feu rouge, le véhicule 2 chevaux de l'encaisseur est arrêté. Alors nous sommes à la fin du printemps, il fait chaud, hein, et les 2 fenêtres de la 2 chevaux de l'encaisseur sont ouvertes. Celle du côté passager avant comme celle du conducteur. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez les 2 chevaux, hein, mais les vitres se relevaient, on les coinçait dans un bitonneau, il y avait un petit pointeau, et on coinçait ça dans un bitonneau en caoutchouc. Alors ça vous retombait régulièrement sur le bras quand vous conduisiez, enfin ça tenait très mal leur histoire. Bon, là, René jaillit de la Mercedes, la 2 chevaux est coincée à un feu rouge par le véhicule Mercedes d'ailleurs, qui dépasse la voiture. Là, on est comme dans une série au cinéma ou à la télévision. Quand René jaillit, se précipite sur le côté passager, le pistolet à la main, rentre le bras dans la voiture, menace l'encaisseur, la mallette, et à ce moment-là, la vitre se rabat, paf! Il lâche son pistolet et nos 2 lascars qui sont dans la Mercedes voient René plonger pour récupérer son pistolet et René plonger pour récupérer son pistolet et évidemment les 2 jambes qui dépassent, ils se disent mais il y a quelque chose qui va pas. René parvient quand même à récupérer la mallette, son pistolet, et à ce moment-là les autres démarrent l'abandonnant sur place, et vous imaginez la scène, le véhicule qui démarre à toute allure, et puis il y avait le malheureux René qui était derrière et qui courait avec son pistolet d'une main et sa mallette dans l'autre. Voilà la première histoire de mes braqueurs. Alors il rentre, et dans la mallette, il n'y avait que des chèques. Donc, échec total de la première opération de ce qu'il faut bien appeler nos apprentis braqueurs. Le temps passe, ils ont pris du goût à l'action et ils décident de retenter leur coup. Alors là, cette fois-ci, René a pris un peu d'assurance et il décide de faire ça dans les règles. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser une grosse voiture, une voiture volée, mais qu'ils vont acheter. Ils vont acheter parce que, oui, ils ne savent pas voler les voitures. Donc, ils vont acheter ça dans la région nantaise, et un jeune homme va leur fournir une voiture volée, clé en main. Le braquage, cette fois-ci, va très bien se dérouler. C'est-à-dire qu'ils vont
attaquer une succursale bancaire d'une petite commune de Vendée. Et là, ils vont récupérer, je crois, à l'époque, 80 000 francs. C'était une jolie somme. Alors, tout se passe bien. Ils vont abandonner la voiture à La Roche-sur-Yon, reprendre le car, mais quand même, auparavant, dans ce véhicule volé dans une résidence nantaise, il y avait une raquette de tennis, belle raquette de tennis. Et comme Gérard a un copain qui pratique ce sport, il dit on va récupérer la raquette, il n'y a pas de petit profit. Et puis ils rentrent dans leur village. Ah, c'est les frères de la côte, c'est la Nouba. On a quand même 80 000 francs à dépenser, c'est une jolie somme. On boit, on organise des petites parties, et puis on raconte les exploits. On raconte les exploits à tous les jeunes qui admirent, et tous les copains. Voilà ce qu'on a fait. On remet, bien entendu, la raquette à ce garçon qui pratiquait le tennis. Et tout le monde est au courant, à ce point que les exploits de René, de Gérard et de Thierry, même nous les avons appris. Alors là, nous avons su que les auteurs du braquage dans telle localité, c'était un tel et un tel. Alors il se trouve que par un heureux hasard, René et Gérard sont en prison à ce moment-là. Alors, entre-temps, ils sont tombés pour une petite affaire de cambriolage. Et les enquêteurs de la police judiciaire vont pour les entendre. René Impérial dit à l'inspecteur de police qui arrive « C'est même pas la peine de sortir la machine à écrire, j'ai rien à vous dire. » À ce moment-là, de derrière son dos, taquin, l'inspecteur de police sort la raquette de tennis. C'était une raquette de tennis de grand prix, car le propriétaire du véhicule était un grand joueur de tennis. Et c'était une raquette, je me rappelle, numérotée. Et la décomposition de mon homme, qui s'affale immédiatement, de même que Gérard racontera tout. Toujours la raquette de tennis, parce que c'est des seigneurs, quand les flics arrivent, quand ils les prennent. Non, rien à vous dire, ma date de naissance, mon identité, c'est tout. Ah oui, mais à chaque fois qu'il y a la raquette, alors là on sort la machine à écrire et on raconte tout. On raconte tout, d'ailleurs, y compris le nom de celui qui a vendu la voiture. Alors lui, il avait 20 ans, le gamin. Je peux vous dire qu'il n'a jamais parlé. Il n'a jamais parlé, il n'a jamais avoué, il n'a jamais eu moyen de le faire venir à récipiscence. Et d'ailleurs, ce garçon a eu une fin de vie tragique. La chambre d'accusation, de la cour d'appel, l'a libéré. Moi, je l'ai détenu 1 an sur cette histoire. Elle le libère. Et quelque temps plus tard, j'ai appris que ce pauvre garçon, qui n'était pas antipathique, bon, il ne parlait pas, mais eh bien, avait été victime d'un accident du travail. En revenant à bord d'une Golf volée, avec une cargaison de magnétoscopes, c'était l'époque de Poitiers, où on arrêtait les magnétoscopes volés, il était rentré dans un arbre, et un des magnétoscopes lui avait fracassé la nuque, sorte de coup du lapin. Il était mort, victime d'un accident du travail. Voilà mon affaire de Lascar, des 3 Lascar, des 3 braqueurs, des 3 frères de la côte, qui furent condamnés d'ailleurs, assez lourdement d'ailleurs, sur cette affaire de vol à main armée. Mais il faut dire qu'ils disposaient quand même d'un avoir, car jusque-là, la justice n'avait pas été trop mauvaise mère avec eux. Chers téléspectateurs, je vous dis à très bientôt, non pas pour de nouvelles aventures, mais pour de nouvelles histoires.